L'équation de partage. L'équation de partage avec combinée lambda est égale à CB1 CA1. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Bon, on admet tout le monde. Alors, faites-moi signe, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc, désolé pour ce petit retard. Il y a eu un petit souci technique. Alors, bien sûr, alors certainement, ça, c'est le cours que tout le monde attend. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité mondiale. Donc, c'est la première fois que l'humanité, en tout cas, j'allais dire, dans l'ère moderne, assiste à une vraie pandémie. Donc, si on exclut, bien sûr, la pandémie de la grippe, ça date exactement d'un siècle. D'accord? Et vu, la situation dans laquelle le monde entier se retrouve aujourd'hui, y compris notre pays, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait le cours par visioconférence, d'accord? Ça serait intéressant, d'accord, de faire un petit peu le point sur la situation et surtout sur la microbiologie ou la virologie des coronaviridés, d'accord? Donc on va commencer par dire un petit aperçu sur le cours et ensuite on va essayer de dérouler, on laissera les questions à la fin. Donc bien sûr, quand on parle de coronaviridés, donc virus sous forme de couronne. Pourquoi? Parce qu'en microscopie électronique, ils apparaissent sous forme de couronne, d'accord?
Il faudrait dire que les coronaviridés à l'origine sont principalement des virus d'origine animale, d'accord, et qui sont surtout pathogènes chez les animaux. Donc d'ailleurs, nos collègues vétérinaires le savent pertinemment. On sait que les coronavirus sont des virus, par exemple, dans les élevages aviaires ou porcins, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la production. D'accord? Et à côté de ça, bien sûr, dans la nature, on sait que le réservoir ou le principal réservoir des coronaviridés jusqu'à présent, d'accord? D'ailleurs, de multiples études l'ont démontré, y compris au cours de cette épidémie, de cette pandémie du SARS-CoV-2, d'accord? C'est bien sûr la chauve-souris. Et ensuite, c'est à partir de la chauve-souris, par le biais d'hôtes intermédiaires qui souvent, c'est le cas du SARS-CoV-2 aussi, ne sont pas toujours bien identifiés, d'accord, qu'on a, d'accord, les infections, notamment les infections chez certaines espèces animales et notamment chez les humains. Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi? Parce qu'avant, jusqu'au début des années 2000 et particulièrement jusqu'en 2002-2003 et l'apparition justement du SARS coronavirus, d'accord, heu, c'est, j'allais dire, l'ancêtre, entre parenthèses, du SARS-CoV-2, c'est pas exactement ça, d'accord? Une très forte homologie structurale, d'accord? C'est pour ça qu'on a dénommé SARS-CoV-2, d'accord? Que le regain d'intérêt a repris pour cette famille. Donc avant, on n'enseignait pas, et même dans les cycles de spécialité de résident, on faisait pas ou très peu de coronaviridés. Pourquoi? Parce que les autres coronaviridés qui étaient connus chez l'homme, d'accord, étaient des coronavirus qui étaient responsables d'atteintes respiratoires en général hautes, genre rhume, rhinite, etc., d'accord, qui étaient vraiment mineurs et ça nécessitait même pas un diagnostic. D'accord? Donc très peu, il y avait très peu de, on a commencé par déjà, on va voir deux virus, d'accord? Et c'est en 2002-2003 qu'il y a eu d'abord la première alerte mondiale. C'était pas une pandémie, mais c'était une épidémie. On avait peur de la pandémie, mais on n'a pas franchi le seuil. C'était le SARS, d'accord? On va voir ça, d'accord, entre 2002 et 2003, 8000 cas diagnostiqués, 800 décès dans le monde entier, d'accord? Toujours, le point de départ a été la Chine. Alors ensuite, d'accord, il y a eu l'extinction de l'épidémie, d'accord, par le SARS-CoV, d'accord, le SARS coronavirus, pour en 2012 avoir une autre souche, une autre espèce de coronaviridé, c'est ce qu'on appelle le MERS. On va voir ce que c'est, le Middle East Respiratory Syndrome, d'accord? Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui s'est passé pour le SARS et pour le SARS-CoV-2, pour la COVID-19 actuellement, d'accord, le MERS, d'accord, a eu un point de départ, en tout cas, la caractérisation de la souche et l'épidémie a eu lieu en Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on parle de Middle East MERS, d'accord, et on a eu, on va voir, qu'on a eu une épidémie qui s'est quand même assez largement répandue au Moyen-Orient, qui a même diffusé, on va voir, au Corée, etc., d'accord, et qui, jusqu'à présent, même si l'épidémie d'accord, a fortement régressé, jusqu'à présent, le MERS aussi est un virus qui n'est pas éteint complètement. D'accord? Pourquoi? Parce que le SARS, on n'en parle plus depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années. Ensuite, bien sûr, il y a eu, d'accord, ce qu'on vit actuellement, il y a eu fin 2019, début 2020, d'accord, la caractérisation d'une nouvelle souche qui s'apparente à raison de jusqu'à, on va voir, à peu près 80% d'analogie structurale avec le premier SARS identifié en 2002-2003, d'accord, c'est ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, d'accord, qui fait actuellement la pandémie avec tous les dégâts qu'on connaît, d'accord, le SARS-CoV-2. Alors, bien sûr, jusqu'à présent, d'accord, donc pour parler du SARS-CoV-2, alors jusqu'à présent, aucun traitement antiviral spécifique, d'accord, n'a été mis au point jusqu'à présent, d'accord, aucun vaccin, on attend le vaccin avec impatience, d'accord, et une très grande hétérogénéité de signes cliniques, on va voir, même si, bien sûr, c'est principalement une pathologie respiratoire, mais on a de plus en plus de cas, d'accord, de patients infectés et asymptomatiques, d'accord. Donc là, vous avez donc une image des coronaviridés, donc c'est en microscopie électronique, c'est la même image, d'accord, il n'y a pas de différence, d'accord. Donc virus sous forme de couronne, d'accord, vous voyez bien les spicules qui forment des couronnes. Bon, alors bien sûr, d'accord, principalement des virus d'origine animale, avec le principal réservoir connu dans la nature, c'est la chauve-souris, d'accord, et on sait que ces virus ont été caractérisés chez la chauve-souris. Maintenant, on ne connaît pas, d'accord, le rôle des vecteurs intermédiaires pour le franchissement de la barrière d'espèces et les infections chez l'homme. Donc avant, d'accord, les premiers SARS, les premiers coronaviridés, d'accord,
d'accord, les premiers coronaviridés connus, d'accord, étaient des agents connus de rhume et d'infections respiratoires principalement hautes, vraiment mineurs. Et c'est pour ça qu'on ne recherchait pas les coronaviridés, d'accord, dans le diagnostic d'infection respiratoire. Donc, c'est très, très intéressant de parler d'un tropisme digestif ou neurologique, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on va voir quand on va parler surtout de la maladie Covid-19, d'accord, que l'infection peut avoir des signes non spécifiques, et c'est aussi par rapport à l'excrétion virale et les sites dans lesquels on peut retrouver le virus. Donc, bien sûr, ordre des nidovirales, famille des coronaviridés, virus sous forme de couronne, d'accord, sous-famille des coronavirinés, d'accord, avec deux genres, enfin, 4 genres, mais 2 genres pour l'instant qui sont pathogènes chez l'homme, les alpha et les bêta. Alpha coronavirus, bêta coronavirus. Pour l'instant, les gamma et les delta, d'accord, renferment des virus qui, pour l'instant, ne causent des infections que chez les animaux. D'accord. Alors, donc, les genres alpha et bêta, c'est eux qui regroupent les virus impliqués en pathologie humaine. Alors, tout à l'heure, je vous parlais, d'accord, des premiers donc virus qu'on connaissait avant. Donc, au départ, les coronavirus qu'on connaissait étaient le 229E et le OC43, d'accord, qui appartiennent à la fois alpha et bêta pour le premier et bêta pour le deuxième, d'accord, et qui étaient des virus, d'accord, mineurs dans les pathologies respiratoires principalement hautes. Il y a eu ensuite la découverte du NL63, d'accord, du HKU, d'accord, 1, qui sont aussi des virus responsables d'infections mineures, pour arriver en 2003, d'accord, au SARS coronavirus, d'accord. Ensuite, en 2012, le MERS coronavirus et, d'accord, la pandémie mondiale à SARS-CoV-2, d'accord, avec tous les dégâts qu'on vit actuellement. Donc, virus enveloppé, donc pléomorphique, ça veut dire sphérique, d'accord, parfois allongé, donc la forme peut changer, d'accord, mais légèrement, d'accord, avec un aspect en microscopie électronique en couronne, d'accord, qui est dû, pourquoi? Parce que ce que vous voyez ici sur la couronne, d'accord, ce sont des spicules, des projections, des spicules, d'accord, de la protéine S, qui est une glycoprotéine, d'accord, d'enveloppe, d'accord. Alors, dans les autres protéines structurales, on va avoir la protéine de membrane, la protéine M, d'accord, la protéine E qui est une estérase, d'accord, qui est une protéine à activité enzymatique, d'accord, et on va voir pour les bêta-coronaviridés, d'accord, on n'a pas une estérase, mais on a une hémagglutinine estérase. Donc, à la fois, qui a la fonction estérasique, enzymatique, et une fonction hémagglutinine qui permet d'agglutiner les hématies. Donc, ça, c'était pour les protéines structurales. Donc, protéines de surface, la protéine S, d'accord, la protéine E, la protéine M, et pour les bêta, d'accord, on ne parle pas de protéine E d'estérase, mais on parle plutôt d'hémagglutinine estérase. Donc, les virus qui nous intéressent, d'accord, le SARS, le MERS et le SARS-CoV-2, d'accord, possèdent une hémagglutinine estérase et non pas une estérase au sens strict. Alors, capside, d'accord, tubulaire de symétrie hélicoïdale, n'est pas cubique, d'accord, c'est ça, l'ordre des nidovirales renferme des familles et des genres bactériens qui ont une capside à symétrie tubulaire, donc des cubes, des cylindres, d'accord. Alors, la nucléocapside, elle est faite de quoi? D'accord? Elle est faite de la protéine de la nucléocapside, la protéine N, d'accord, et du génome. Le génome qui est un ARN monocaténaire, un seul brin, d'accord, non segmenté de polarité positive. Donc, ARN monocaténaire, linéaire, d'accord, donc il est linéaire, n'est pas circulaire, il n'est pas fermé, d'accord, non segmenté de polarité positive. Donc, ça, c'est la représentation schématique, d'accord, de la structure, d'accord, d'un coronavirus. D'accord, avec la protéine S, pardon, excusez-moi, d'accord, les spikes, c'est ce qui donne la forme de couronne, d'accord, les spicules, spike, vous allez avoir l'estérase ou, pour un bêta-coronavirus, une hémagglutinine estérase, c'est aussi une protéine d'enveloppe, une protéine externe d'enveloppe, d'accord. Ensuite, on va avoir la protéine de membrane, d'accord, la protéine M, d'accord, et ensuite, on va avoir, d'accord, à l'intérieur, la protéine E et ici, dans la nucléocapside, d'accord, la nucléoprotéine N avec l'ARN. Donc, l'ARN qui est un ARN monocaténaire non segmenté de polarité, c'est-à-dire un seul brin, d'accord, de polarité positive. D'accord. Alors là, c'est en fonction des virus, mais schématiquement, l'organisation génomique, d'accord, de l'ARN, c'est très, très intéressant. Vous allez avoir, d'accord, les phases ouvertes de lecture, ORF, Opening Reading Frame, d'accord,
ce sont les cadres ouverts de lecture. C'est très, très intéressant parce qu'on va voir quand on va faire le diagnostic par biologie moléculaire, l'intérêt de l'ORF1A, la région, ORF1B. D'accord? Donc, ce sont des gènes qui jouent un rôle, d'accord, dans tout ce qui est réplication, transcription, réplication. Donc, ce n'est pas un rôle structural. D'accord? Ensuite, vous allez avoir la protéine S, la protéine E, la protéine M et la protéine N. D'accord? Donc, ça, c'est l'organisation génomique qui c'est très intéressant, d'accord, pour les protéines non structurales, l'activité enzymatique qui interviennent dans la régulation de la réplication et transcription, de parler, d'accord, du cadre ouvert de lecture avec deux principaux gènes qui ont un intérêt diagnostique, d'accord, qui sont spécifiques pour les coronaviridés, d'accord, c'est l'ORF1A et l'ORF1B pour Opening Reading Frame, cadre ouvert de lecture. D'accord, donc ça c'est une autre image, d'accord, en microscopie électronique, bon, d'un coronaviridé du SARS-CoV, mais c'est la même structure, donc la microscopie électronique, pour l'instant, ne permet pas, d'accord, ou ne met pas en évidence une caractéristique structurale permettant de différencier entre les différentes espèces ou les souches virales. Donc rapidement, d'accord, on passera rapidement sur, bien sûr, le SARS-CoV, d'accord. Alors SARS pour syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère en anglais, Severe Acute Respiratory Syndrome, d'accord. Donc les Français disent aussi SRAS, mais ça c'est pour le syndrome. Et quand on prend le virus, donc ça c'est un consensus mondial, c'est en anglais, c'est plutôt SARS, SARS-CoV. Ça c'est le nom du virus. Pour la pathologie, d'accord, les anglo-saxons disent SARS, d'accord, et les Français disent SRAS. Pourquoi? Parce qu'ils disent syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. Syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. Donc bien sûr, tous les coronaviridés, bien sûr, qui sont pathogènes chez l'homme, d'accord, sont responsables d'infections respiratoires zoonotiques. C'est très intéressant d'insister sur le terme zoonotique, donc l'origine animale des virus, d'accord. Et entre 2002 et 2003, entre fin 2002 et juillet 2003, d'accord, il y a eu environ 8000 cas dans le monde, d'accord. Et c'est comme pour le SARS-CoV-2, le point de départ a été la Chine. Donc, ce n'est pas la même ville, Wuhan, etc. Mais ça a été toujours la Chine. Et dans le monde, d'accord, entre 2002 et 2003, dans l'espace de 7-8 mois, on va le voir, d'accord, il y a eu à peu près 800 décès, d'accord, avec une mortalité d'environ 10%. Mais certainement, il y en a certainement un peu plus que ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas fait. Donc, il y a eu la rupture rapide de la chaîne de transmission du virus. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'est pas dans les chiffres de la pandémie actuelle, mais certainement, il y en a un peu plus que ça. D'accord? Donc, rapidement, les principales dates. Donc, le point de départ donc, a été en novembre 2002. D'accord? Là, vous avez toute l'épidémiologie. D'accord? OK? Et en mars 2003, d'accord, l'OMS attribue au syndrome le nom de syndrome respiratoire aigu sévère et, d'accord, elle émet des recommandations sur tout ce qui est voyage, sur la prévention au niveau des aéroports. D'accord? Et cette histoire, en fait, de caméras thermiques que vous avez pu voir au niveau des aéroports, notamment le nôtre, et sur les chaînes de télévision, d'accord, au niveau des ports des aéroports, en fait, ça a démarré en 2003. Donc, la première fois qu'on a vu ça dans le monde, ça a été vraiment, d'accord, au cours de l'épidémie du SARS-CoV en 2003. C'est ainsi que nous avons découvert l'intérêt des caméras thermiques, etc. Et tous les patients qui présentaient de la fièvre étaient mis en quarantaine, d'accord, pour une consultation, éventuellement un diagnostic virologique, si la situation clinique l'imposait. Alors, donc en juillet 2003, d'accord, donc ça a démarré en novembre 2002, et en juillet 2003, d'accord, c'est la fin de l'épidémie. D'accord, il y a eu des recommandations internationales, mais on est loin donc, des chiffres, même des premiers chiffres du SARS-CoV-2 au mois de décembre et janvier. À ce moment-là, heureusement que le virus n'avait pas diffusé à un point, d'accord, de déclarer la pandémie, d'arrêter l'activité socio-économique, etc. Alors, source primaire, c'est toujours les chauves-souris pour les 3 virus, mais, d'accord, bon, j'ai oublié, je crois, de mettre une photo, d'accord, c'est un mammifère, d'accord, qui se trouve en Chine, qu'on appelle la civette, qui s'est avéré porteur du virus, d'accord, c'est un petit rongeur, d'accord, mais comme pour ce qui se passe actuellement pour le SARS-CoV-2, d'accord, on estime que cet animal est lui aussi un hôte intermédiaire et non pas l'hôte définitif, d'accord, qui transmet le virus à l'homme. Donc jusqu'à présent, d'accord, ça reste un point d'interrogation d'ailleurs pour les 3 virus, même si le virus a été isolé plusieurs fois chez ce mammifère qui se trouve en Chine. D'accord, ça c'est une carte, d'accord, à peu près la distribution géographique. Alors ensuite, donc on avance un petit peu, d'accord, en 2003 on s'est débarrassé du SARS,
et on pensait que les coronaviridés, à part le SARS, d'accord, qu'on pouvait les maîtriser, même s'il y avait absence de traitement antiviral spécifique et absence de vaccin. D'ailleurs, on a commencé les essais sur le vaccin et comme l'épidémie s'est éteinte rapidement, donc on n'est pas allé jusqu'au bout parce que ce n'est plus une urgence de santé publique de portée mondiale. Ensuite, on avance un petit peu, 2012, d'accord. Alors là, on est en Arabie Saoudite, d'accord. Et là, il y a eu un décès. On a cherché les étiologies, c'est avéré, après avoir fait toutes les batteries de tests de diagnostic virologique, qu'il s'agissait d'un coronaviridé. On pensait que c'était le SARS et il s'est avéré que ce n'était pas le SARS. Et là, on a mis en évidence un nouveau virus, donc un autre virus émergent, un nouveau virus émergent qu'on a appelé le MERS pour Middle East Respiratory Syndrome. D'accord. Donc c'est le virus qui est responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. D'accord. D'ailleurs, la flambée épidémique a principalement touché 3 pays, le Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats, il y en a d'autres, par exemple la Jordanie, d'accord. Et ça s'est propagé en dehors du Moyen-Orient, en Corée du Sud. Donc il y a eu des cas un peu partout dans le monde, mais on était tous d'accord, enfin les scientifiques étaient d'accord, que le point de départ a été toujours le contact avec un patient, d'accord, qui a séjourné ou qui a été en contact avec un patient, enfin un cas index qui était au Moyen-Orient, d'accord. Donc l'origine virale, d'accord, c'était le Moyen-Orient. Donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc. D'accord. Et vous voyez bien que même juste après, il y a eu justement l'émergence et l'avènement du SARS-CoV-2. Donc on va dire que ça a commencé au mois de novembre, et ensuite la déclaration en décembre, etc. Et jusqu'à la fin de l'été 2019, d'accord, le MERS est un virus qui circulait. C'est vrai que la circulation du virus a fortement réduit. Si on compare ça par rapport à la période 2012-2015, d'accord, mais c'est un virus qui est toujours d'actualité et qui circule, d'accord, avec la possibilité d'atteinte nosocomiale, d'accord, qui représentait environ, dans les séries rapportées, environ 40% de tous les cas. Donc, vous voyez bien, d'accord, en juillet, au mois de juillet 2019, d'accord, on a eu, d'accord, avec une mortalité à peu près de plus de 30%, 35%. Donc 80% des cas identifiés en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je crois en 2014-2015, des recommandations strictes pour des mesures de distanciation sociale, pas un confinement, mais en tout cas port de bavette, gel hydroalcoolique, etc., ont été émis par les responsables du Hajj en 2014-2015 en Arabie Saoudite. On a même évoqué la possibilité peut-être de le reporter, de l'annuler, etc. Heureusement qu'il y a eu de dégâts, d'accord, pour les gens en retour. Il y a eu quelques cas sporadiques, mais pas eu de dégâts. Alors, source primaire de l'infection, bien sûr, on sait que les virus aussi, il a été caractérisé chez les chauves-souris, mais, d'accord, il a été isolé chez les dromadaires. Et d'ailleurs, parmi les facteurs de risque d'infection par le MERS dans toutes les séries d'études qui ont été faites, d'accord, les éleveurs ou les travailleurs, d'accord, qui s'occupent des dromadaires étaient toujours, d'accord, dans la chaîne de transmission épidémiologique. D'accord. Mais comme on va le répéter pour tous les virus d'aujourd'hui, d'accord, on sait aussi que, d'accord, ce sont des animaux qui ne décèdent pas de l'infection, d'accord, et qui font en général une infection symptomatique, et on penserait, d'accord, qu'il y aurait un autre animal intermédiaire qui jouerait le rôle d'amplificateur, d'accord, et de hôte, j'allais dire définitif, pour arriver à notre accidentel qui est l'homme. D'accord, donc ça c'est une carte, d'accord. Là, le point de départ, c'est le Moyen-Orient. Ensuite, il y a eu, d'accord, surtout en dehors du Moyen-Orient, en rouge, d'accord, il y a eu surtout, d'accord, la Corée du Sud. Alors, transmission des coronaviridés, d'accord. Donc, voie respiratoire, bien sûr, par les sécrétions respiratoires, les droplets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont des sécrétions respiratoires. Quand ça va s'assécher, il va rester des petits noyaux de projection respiratoire, d'accord, qu'on appelle les droplets, qui ont une taille très faible, de l'ordre d'inférieur ou égal à 5 micromètres, et qui vont, d'accord, se transmettre efficacement, d'accord, sont des petites molécules qui vont pénétrer efficacement dans les voies respiratoires, d'abord supérieures, d'accord, et ensuite loger dans les voies respiratoires inférieures de l'homme. Alors bien sûr, même ici, le contact, la transmission par voie manuportée a été mise en évidence par de nombreuses études, d'accord, et à ce moment-là,
les règles d'hygiène de base élémentaire qu'on connaît actuellement, d'accord, les antiseptiques, le gel hydroalcoolique ont participé, d'accord, à la réduction de la transmission, surtout du SARS, d'accord, et ensuite du MERS. Donc, pour la pathogène, les coronavirus humains sont responsables d'infections respiratoires en général hautes qui sont bénignes, mais pour le SARS-MERS, on va voir pour le SARS-CoV-2, d'accord, la gravité est liée à l'atteinte respiratoire basse. D'accord, l'atteinte respiratoire basse, et on peut partir de forme asymptomatique jusqu'à une pneumopathie sévère avec syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, d'accord, coma, d'accord, et décès du patient. D'accord. Alors, les premiers virus qui ont été caractérisés, le 229E et le OC43, d'accord, ça on l'a déjà bien dit, d'accord, étaient des virus vraiment mineurs en pathologie humaine. Ça ne nécessitait même pas de faire une recherche virologique chez les patients. Tableau clinique variable. D'accord. Donc, bien sûr, les prélèvements des voies respiratoires inférieures. Donc, on va passer rapidement parce que on va s'attarder sur ça, d'accord, quand on fera la partie SARS-CoV-2. D'accord. Donc, bien sûr, on va voir que même pour le SARS-CoV-2, le prélèvement de choix, d'accord, c'est l'aspiration nasopharyngée. Mais si on arrive à voir les prélèvements des voies respiratoires inférieures, c'est la meilleure valeur diagnostique. On discutera de ça un peu après. D'accord. Alors, très important, d'accord, quand on va faire l'écouvillonnage, donc nasopharyngé, un écouvillon, c'est un coton-tige pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. D'accord. Alors là, on doit utiliser des écouvillons spéciaux, pas les écouvillons qu'on a l'habitude d'utiliser dans les hôpitaux pour faire un prélèvement de pus pour la recherche de bactéries, etc. Pourquoi? Parce que le coton qui est utilisé dans les écouvillons habituellement utilisés a un rôle inhibiteur pour le virus. On va plutôt utiliser des écouvillons avec une autre matière qu'on appelle par exemple le dacron. D'accord. C'est pour ça que le kit pour faire le prélèvement en vue de faire une recherche virologique du SARS-CoV-2, il faut avoir non pas les écouvillons habituels, mais des écouvillons spéciaux. On va voir le reste. Bien sûr, un test négatif n'exclut pas. Bon, on va parler de tout ça après, d'accord. Laboratoire assurant une sécurité biologique, on expliquera ça après. D'accord. La méthode de choix, c'est la biologie moléculaire. On peut faire une détection antigénique, d'accord. Et là, du moment qu'on parle de culture cellulaire de tous les virus des coronavirus, on parlera après du SARS-CoV-2, d'accord. Là, il faudrait dire que il n'y a pas de lignée consensuelle, d'accord, une seule lignée qui puisse identifier tous les coronavirus, d'accord, avec le même rendement. Donc ça, c'est la première des remarques. Donc si vous voyez bien, pour le SARS, ça a été les cellules Véro, de lignées de rein de singe, etc. Continue pour le MERS, Véro, et ce sont d'autres lignées de singes, LLC, MK2, etc. D'accord, mais pas de lignée consensuelle. Première des choses. Deuxièmement, le rendement, d'accord, donc le pourcentage de positivité des cultures, d'accord, était très hétérogène. D'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des virus qui poussent quand même très difficilement en lignée cellulaire, d'accord, avec un rendement qui est hétérogène, parfois était médiocre. Et on disait, quand il y a eu les premières études sur le SARS-CoV, les premières études avaient démontré qu'on ne pouvait isoler le virus efficacement que dans environ 30% des cas. D'accord. Donc, on pouvait passer à côté dans 70% des cas, avoir des faux négatifs, d'accord, avec tout ce qui est à côté. Donc, il faut disposer d'un laboratoire avec les risques, etc. On dira ça quand on fera le SARS-CoV-2, d'accord, pour dire que à côté de toutes les difficultés techniques et les risques liés à la manipulation de virus, qui sont quand même des virus assez dangereux, en tout cas pour le SARS-CoV-2, d'accord, que d'un point de vue diagnostic virologique, d'accord, il faut dire que la spécificité de l'isolement culture cellulaire, le rendement, la sensibilité, d'accord, pardon, la sensibilité de l'isolement culture cellulaire, donc elle est loin de faire les chiffres de la détection du génome par RT-PCR. Donc, bien sûr, la PCR sur 2 gènes séparés, etc., on dira un mot là-dessus, d'accord. La sérologie, on va parler un petit peu de ça, d'accord. Un traitement antiviral, d'accord. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun traitement antiviral spécifique contre tous les coronavirus, d'accord. Et quand on parle actuellement de chloroquine, d'hydroxychloroquine en association avec un antibiotique, l'azithromycine, qui a aussi une activité quand même antivirale, d'accord, une activité à la fois antibiotique et antivirale, d'accord. En fait, ça a été essayé sur le SARS-CoV-2 d'après les études qui ont été faites sur le SARS-CoV et ensuite sur le MERS.
Donc, en fait, on avait des idées que la chloroquine, hydroxychloroquine, enfin des études qui ont montré une certaine efficacité de ces molécules par rapport à toute la liste que vous avez, l'opinavir, donc les interférents, les acides mycophénoliques, etc., d'autres molécules qui ont été essayées, d'accord. Et les meilleurs résultats avaient été obtenus avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine. Donc, en fait, les scientifiques, donc, devant l'avènement surprise de la pandémie à SARS-CoV-2, d'accord, ils avaient déjà quand même une sérieuse piste et ils n'ont fait que essayer de tester ça. Donc, ça pour dire que l'expérience que les scientifiques ont eue avec le SARS-CoV et le MERS a aidé au moins à proposer quelque chose, même si l'efficacité peut être controversée, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait ou c'est ce qu'on a jusqu'à présent, d'accord, à donner aux patients. Alors, traitement symptomatique d'appoint, bien sûr, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas un traitement antiviral spécifique, d'accord. C'est deux choses, réduire le risque de complications, d'accord, donc réduire la durée et surtout l'évolution vers des formes sévères, notamment le syndrome de détresse respiratoire, mais à côté de ça, bien sûr, réduire, quand on réduit la symptomatologie, et notamment tout ce qui est toux et sécrétions respiratoires, etc., d'accord, c'est de réduire la chaîne ou le risque de transmission, d'accord, du virus. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des virus qui se transmettent par voie respiratoire et dans la transmission, quand même, elle est assez efficace. Donc, jusqu'à présent, aucun virus, ni SARS-CoV, ni MERS, ni SARS-CoV-2. Alors, bien sûr, excusez-moi. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Alors, maintenant, on va parler du SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, d'accord, ça on l'a déjà dit, c'est la première fois que l'humanité vit, en tout cas dans l'ère moderne, d'accord, une vraie pandémie malgré toutes les avancées technologiques et scientifiques. D'accord, c'est dû à la découverte et au pouvoir pathogène d'une nouvelle souche de coronavirus appelée SARS-CoV-2. Alors pourquoi appeler SARS-CoV-2? Ça, on l'a déjà dit. Pourquoi? Parce que le séquençage de cette nouvelle souche virale, d'accord, okay, a montré qu'elle présentait 79%, pratiquement 80% de similitude avec la première souche du SARS-CoV identifiée en 2002-2003, d'accord. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de l'appeler SARS-CoV-2. Donc, chronologie de l'épidémie, c'est très important, d'accord. Donc, ça a démarré en novembre, peut-être avant, d'accord. En tout cas, le premier cas qui a été l'alerte, d'accord, à Wuhan, d'accord, en Chine, d'accord, chez un patient de 55 ans qui a décédé. Donc alors, ensuite, l'épidémie va se propager, d'accord. Et c'est très intéressant de voir un petit peu l'historique. Pourquoi? Parce que on a incriminé, bien sûr, le marché de gros fruits de mer, d'accord, parce qu'il y avait un marché où on consommait beaucoup de fruits de mer, d'accord. On a pensé que le virus avait comme origine, d'accord, les fruits de mer. Et finalement, il s'est avéré, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était le SARS-CoV, on disait N New Coronavirus 19, d'accord, New Coronavirus 2019, d'accord, parce qu'en microscopie électronique, on a pu le voir et on ne savait pas que c'était la SARS-CoV-2, on pensait que peut-être c'était un virus qui était d'origine marine. Alors, bien sûr, 31 décembre, l'OMS est alerté, d'accord. L'isolement de la souche, d'accord, c'est au mois de janvier, d'accord. Ensuite, fin janvier, l'OMS déclare que cette épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale parce qu'il y a eu la diffusion, la propagation du virus en dehors de la Chine. D'accord. Février 2020, officiellement, le virus porte l'appellation de SARS-CoV-2, donc c'est au mois de février. D'accord. Et au mois de mars, 11 mars 2020, l'OMS déclare la COVID-19 comme pandémie, officiellement comme pandémie. D'ailleurs, immédiatement après, notamment dans notre pays, d'accord, la plupart des pays ont appliqué les mesures de distanciation sociale rapidement et notamment, d'accord, les mesures de confinement. Donc, on n'a pas tardé, ça s'est passé chez nous une semaine après, à peu près, d'accord, peut-être même pas, quelques jours après, d'accord, l'Algérie a décidé de fermer les frontières et d'entrer officiellement dans une prévention basée sur le confinement et la distanciation sociale.
Donc jusqu'à présent, d'accord, toujours c'est un virus qui a été isolé chez les chauves-souris. Il y a un petit mammifère, d'accord, qui est consommé en Chine, d'accord. C'est un mammifère sauvage qu'on appelle le pangolin, d'accord. Ça ressemble à une espèce de mangeur de fourmis, etc., d'accord, qui est suspecté d'avoir transmis le virus à l'homme car il était permissif. Mais, d'accord, on n'est pas sûr à 100%, même si le virus a été caractérisé chez cet animal, que c'est lui la seule et la véritable source d'infection ou de transmission du virus chez l'homme. Donc, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure pour tous les coronavirus qui sont fortement pathogènes chez l'homme. Donc, depuis février, bien sûr, la maladie s'est propagée dans tous les continents, d'accord. Et bien sûr, la Covid-19 est la pire catastrophe sanitaire mondiale, mais également sociale et économique. Hein. Pourquoi? Parce que les spécialistes en économie disent que c'est pire que la crise financière qu'il y a eu, crise économique 2008, voire que la crise de 1929. Donc, c'est la pire crise économique, d'accord, que le monde ait connue jusqu'à présent. Alors là, alors pourquoi là, 3 avril, etc., c'est le mot où j'avais préparé le cours et mis sur la plateforme, d'accord. Et c'est très intéressant, bon, j'ai laissé les chiffres comme ça, parce qu'on va discuter des chiffres les plus récents, notamment les chiffres qui ont été annoncés hier. C'est très intéressant de voir comment on est passé, par exemple, à 230 000 cas, d'accord, confirmés aux États-Unis, d'accord, à jusqu'à hier après-midi, d'accord, à plus de 2,5 millions de cas et 126 000 décès rien qu'aux États-Unis. D'accord. Donc c'est énorme. Hein. Donc dans le monde entier, on a pratiquement 10 millions de cas, d'accord, avec près de 500 000 décès. 500 000 décès, c'est l'équivalent d'une grande ville qui a été complètement anéantie par le virus. Et c'est terrible. Hein. Donc ça donne vraiment froid dans le dos et ça continue à sévir. Hein. On n'en est pas encore fini. D'ailleurs, on parle même de deuxième vague dans certains pays, notamment certains États aux États-Unis, voire même au Royaume-Uni. D'accord. Voire même chez nous, même si c'est un peu précoce parce qu'on vient que commencer le déconfinement, d'accord. Et c'est terrible de voir que dans le monde entier, pas moins, d'accord, de 500 000, parce que les décès continuent malheureusement, d'accord, de personnes en 2020, malgré toutes les avancées scientifiques et technologiques, d'accord, et les moyens de prévention qui existent, de communication, 500 000 personnes qui perdent la vie à cause d'un virus qui se transmet par voie respiratoire, c'est terrible, d'accord. Donc, si on avait à classer les pays, d'accord, en termes, là, pas en termes de nombre de cas, parce que le Royaume-Uni n'est pas le troisième en termes de nombre de cas, mais en termes de mortalité, d'accord. On va voir que les États-Unis, hier, 126 000 morts, d'accord. Le Brésil, plus de 56 000. Et pour un pays comme l'Angleterre, c'est un pays qui à peu près fait 60 millions à peu près d'habitants, d'accord, 43 000, plus de 43 000 décès, c'est vraiment terrible. Hein. Donc ce sont des chiffres vraiment qui sont horribles, d'accord. Et même au début de l'épidémie, voire après la déclaration de la pandémie, peut-être à part les États-Unis ont tablé au début sur un chiffre entre 80 et 100 000, d'ailleurs on l'a dépassé les prévisions, d'accord. On ne pensait pas au Royaume-Uni qu'on allait avoir 20, 30, voire même 40 000 décès, hein, d'accord. Alors en Algérie, hier, donc le dernier point de presse qu'il y a eu hier, d'accord, par euh, le responsable de la prévention en Algérie, d'accord, environ 13 000 cas, dont 892 décès. D'accord. Bon, c'est vrai que quand on voit les pays qui ont 5 000, 8 000, 10 000 et voire plus décès pour un pays comme le nôtre, quand même de 45 millions à peu près d'habitants, alhamdoulilah, c'est pas grand-chose, mais quand même près de 900 personnes qui perdent la vie avec un virus et le virus continue encore à se propager, quand même aussi, donc c'est quand même triste, hein, d'accord. Mais euh, jusqu'à présent, Dieu merci, alhamdoulilah, on n'est pas dans les grands chiffres, hein, les 3 000, 4 000, 5 000 décès. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la vigilance, il faut respecter toutes les mesures de distanciation sociale et de prévention, notamment le port de masque, d'accord, et le gel hydroalcoolique, la désinfection par le gel hydroalcoolique.
Donc, bien sûr, la transmission par voie respiratoire directe, ça on l'a déjà dit, par les droplets, d'accord. La diffusion est importante pour une distance inférieure à 1 voire 2 mètres. Alors, pour certains pays, il y en a qui exigent 1 mètre, pour d'autres, il y en a qui exigent 2 mètres. Donc là, pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré que le virus pouvait se transmettre pour une distance qui était entre 1 et 2 mètres, mais à 2 mètres, donc pour 2 mètres de distance avec un port de masques, d'accord, que ce soit le masque chirurgical, que ce soit des masques qui sont plus spécialisés, d'accord. Là, à partir de 2 mètres, le risque devient vraiment moindre, voire pratiquement inexistant. Bien sûr, voie manuportée, et c'est pour ça qu'on insiste sur le gel hydroalcoolique, sur la désinfection de tout ce qu'on peut désinfecter par une goutte d'eau de javel, d'accord, quand on rentre à la maison, je ne sais pas, tout ce qui est conserve, etc., d'accord, même les fruits et légumes, enfin, quand on peut les laver avec de l'eau, avec un peu d'eau de javel, d'accord. Ça, c'est pour éviter la transmission manuportée. Donc, le risque de contagion, d'accord. Alors ça, c'est très intéressant que dire que, on va le dire dans la partie pouvoir pathogène, le virus, le problème, c'est qu'il est contagieux même avant l'apparition des symptômes chez les patients qui vont être infectés et faire la symptomatologie. Parce qu'on va le voir, on va voir qu'il y a un pourcentage quand même de patients infectés, d'accord, de personnes infectées, un pourcentage non négligeable de patients qui sont asymptomatiques. Et ce sont les dernières études qui ont montré ça. Mais bien sûr, la contagiosité, bien sûr, augmente avec l'apparition de symptômes et l'augmentation de la concentration des virus dans les sécrétions, notamment les sécrétions respiratoires hautes, nasales, voire basses, lors de la toux, etc., voire même les selles. D'accord. Donc même les selles, c'est pour ça que les règles d'hygiène pour tout ce qui est risque de transmission manuportée doivent s'imposer. Alors clinique, d'accord. Le délai d'incubation consensuel, là, il y a un consensus entre scientifiques, est de 2 à 14 jours. Et c'est pour ça que les gens qui ont été en contact avec des cas index ou les gens, d'accord, à qui il y avait le confinement obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus de zones infectées par le virus, d'accord. On leur imposait, d'accord, un confinement, d'accord, de 14 jours. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des études, avec le consensus des scientifiques, avaient montré que le maximum, même si on avait des cas vraiment exceptionnels, on a eu de la symptomatologie au-delà de 14 jours, mais dans l'immense majorité écrasante des cas, d'accord, après 14 jours, s'il n'y a pas d'apparition de symptômes, d'accord, on peut exclure une infection symptomatique, parce qu'on peut avoir des infections asymptomatiques, une infection symptomatique à SARS-CoV-2, donc une COVID-19. Donc, je vous rappelle que COVID, c'est le nom de la pathologie pour Coronavirus Infectious Disease. Et SARS-CoV, c'est le nom du virus. SARS-CoV-2, c'est le virus. Et COVID, c'est le nom de la maladie ou, d'accord, de l'affection. Bien sûr, les symptômes les plus fréquents, mais qui peuvent manquer, d'accord. Donc, les plus fréquemment observés, la fièvre, dans plus de 70% des cas, d'accord, la toux sèche et la gêne respiratoire. Donc, à peu près, ces 3 symptômes, d'accord, on les retrouve à peu près dans plus de 2 tiers des cas. Mais on a de plus en plus de cas où on a, d'accord, soit des patients qui sont complètement asymptomatiques, soit que les symptômes d'inauguration, donc les premiers symptômes, d'accord, ne font pas partie de ces 3 symptômes, donc la fièvre, la gêne respiratoire, enfin l'écoulement, etc., la toux sèche, où on a soit des troubles digestifs, des maux de tête, des céphalées, d'accord, surtout, d'accord, une anosmie, une agueusie. Donc, une perte de goût et une perte d'odorat. Et qui reste quand même, ça on l'a vu, en tout cas, ça c'est notre expérience pratique au niveau, on va voir, du laboratoire, d'autres laboratoires, où ces symptômes, même d'autres études l'ont confirmé, c'est vrai que de ces symptômes, l'anosmie et l'agueusie, ne sont pas des symptômes, des maîtres symptômes dans l'affection, dans la COVID-19 par rapport à la fièvre, la toux, etc., mais qui avaient quand même une certaine spécificité dans la majorité des cas, là où on trouvait ces symptômes avec notion, voire de contagion, là, on était dans des pourcentages élevés d'avoir un diagnostic positif par RT-PCR.
Donc, plusieurs syndromes cliniques, d'accord, des formes asymptomatiques qui posent un grand problème. Pourquoi? Parce que comme ce sont des patients qui sont asymptomatiques, surtout lorsqu'il n'y a pas notion de comptage auprès d'un cas index, ce sont des patients qui vont jouer le rôle de disséminateur de l'infection. Et là, je vous ouvre une petite parenthèse qui est très, très importante. La majorité des formes asymptomatiques sont observées chez les enfants. D'ailleurs, on dit que les enfants sont les principaux disséminateurs du SARS-CoV-2. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils font très peu, voire pas de symptômes dans la majorité des cas. Et ce sont des études qui ont montré ceci. D'accord? Donc, en fait, pour les gens qui sont en contact ou qui ont des enfants à la maison, il faut éviter et il faut les isoler au maximum, d'accord? Donc, les autres personnes, enfants ou adultes, d'accord? Pourquoi? Parce que les enfants risquent de ramener le virus à la maison et de faire une infection qui est complètement asymptomatique. Et à ce moment-là, s'il y a des personnes vulnérables, donc ça sera la catastrophe. Donc, forme asymptomatique, forme mineure, qui va se limiter à de petits troubles respiratoires, parfois une simple toux, même pas la toux, fièvre, rhinorrhée, etc. D'accord? Ensuite, donc une atteinte respiratoire mineure, surtout haute. Ensuite, une atteinte respiratoire basse, type pneumopathie, avec tout gène respiratoire. Et évolution, surtout chez les patients à risque. D'accord? Parce qu'on sait que la plupart des décès surviennent chez les patients de plus de 65 ans, voire de 70 ans. Et les patients qui ont des pathologies chroniques qui vont affaiblir le système immunitaire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. Et donc, réanimation, parce qu'il faut une ventilation mécanique avec tous les risques qu'il y a et malheureusement, éventuellement, un décès en fin de compte. Donc, personnes à risque, personnes âgées de plus de 70 ans, d'accord, les personnes immunodéprimées avec les pathologies sous-jacentes, infections respiratoires chroniques, surtout les pathologies cardiaques, d'accord. Si on exclut les leucémiques, les VIH+, et les patients qui prennent des immunodépresseurs, donc les principaux patients à risque ou les principales situations à risque sont surtout les infections cardiaques chroniques avancées, etc., les infections, l'insuffisance respiratoire, rénale terminale, d'accord, toutes les maladies du système avec prise d'immunosuppresseurs, etc. D'accord, donc les enfants, les adolescents font dans la majorité des cas des formes asymptomatiques, d'accord, et jusqu'à présent, d'accord, les études n'ont pas montré une gravité particulière chez la femme enceinte, ni une transmission au fœtus jusqu'à présent, et très peu d'études se sont concentrées sur ça, donc on doit rester prudent. Mais c'est déjà rassurant. On se connaît pour l'instant par rapport aux femmes enceintes et par rapport au risque d'infection materno-fœtale et néonatale. Pour l'instant, c'est rassurant. Alors ça, c'est très important avant d'aborder le diagnostic virologique. C'est la définition des cas d'infection à Covid-19. À ce moment-là, donc on a donc 3 définitions possibles. On a les cas suspects, d'accord? On a les cas probables et on a les cas confirmés. Alors, les cas suspects, alors c'est qui les cas suspects? Alors, les cas suspects, ce sont des cas qui présentent des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë, d'accord? Sans bien sûr avoir une autre étiologie, si on a fait par exemple une recherche de grippe, etc., ou d'autres virus respiratoires, avec une notion, d'accord, de possibilité de comptage. Donc, ça peut être soit un voyage, d'accord, ou un séjour dans les 14 jours, parce que la période d'incubation, c'est de 2 à 14 jours, dans une région ou une zone touchée, d'accord, soit un contact, d'accord, dans les 14 jours, d'accord, avec une personne qui présente une infection respiratoire aiguë. D'accord? Ça peut être avec cette personne qui, elle, était d'accord, soit qui, elle, la personne contact a séjourné ou elle a un membre dans la famille qui est confirmé Covid-19, etc. D'accord? Donc, toujours symptômes, présence de symptômes d'infection respiratoire aiguë avec une notion épidémiologique de possibilité de contact. Soit, d'accord, une notion de séjour, ça veut dire quoi? On ne connaît pas le cas index, le cas contact, soit d'accord, auprès d'une personne, d'accord, et à ce moment-là, on peut faire l'enquête auprès de cette personne qui était, elle, soit présentait des signes d'infection et qui n'était pas diagnostiquée, ou elle était en contact, d'accord, ou elle a été par la suite été confirmée, d'accord, comme
Covid-19. Donc ça, c'était pour le cas suspect. Alors ensuite, pour le cas probable. Alors, le cas probable, d'accord, c'est un cas suspect, d'accord, avec des images typiques radiologiques. Et l'examen radiologique, d'accord, c'est la tomodensitométrie, d'accord, thoracique bien sûr, d'accord. Bon, là, ce sont les images caractéristiques, ça, ce sont nos amis radiologues, d'accord, qui sont plus aptes à, d'accord, définir tout ça. Mais en tout cas, un cas probable, d'accord, c'est un cas suspect, donc qui présente la définition du cas suspect avec une radiologie positive sans qu'une PCR, une RT-PCR, d'accord, ça c'est RT-LET qui manque, d'accord, puisse, d'accord, confirmer le diagnostic. Donc cas suspect, cas probable, donc c'est un cas suspect plus image en TDM thoracique qui est en faveur. Alors, bien sûr, un cas confirmé, c'est un cas, d'accord, où le diagnostic virologique a été confirmé par RT-PCR que la personne soit symptomatique ou non. D'accord. Dans le cas suspect et le cas probable, il faut avoir une symptomatologie respiratoire en excluant d'autres virus respiratoires et ensuite, bien sûr, la radiologie pour le cas probable. Pour le cas confirmé, d'accord, c'est une RT-PCR positive, quel que soit l'état clinique et l'image radiologique faite ou non faite du patient. Et d'où le rôle, d'accord, majeur du laboratoire de virologie dans la confirmation de l'infection par le SARS-CoV-2. Donc en fait, la confirmation formelle, elle se fait par la virologie et notamment la détection du génome par RT-PCR. Pourquoi RT rétrotranscription? Parce qu'il s'agit d'un virus ARN. Si c'était un virus ADN, on aurait dit directement PCR. Alors, très important, d'accord, on arrive à la partie, d'accord, diagnostic virologique. Donc ça, c'est la partie très importante, d'accord. Donc la confirmation d'une infection, d'accord, d'une Covid ou d'une infection à SARS-CoV-2, d'accord, elle est basée sur la confirmation virologique au niveau du laboratoire de virologie. Mais avant d'arriver de discuter des techniques et des prélèvements à faire, d'accord, on a discuté du contexte et des définitions des cas, d'accord. Étant un virus dangereux, d'accord, c'est un virus qui est dangereux, donc la manipulation, c'est pas comme, je ne sais pas, la recherche d'un virus respiratoire syncytial, d'un virus, je sais pas, de la rougeole ou d'une infection à staphylocoque, etc. Étant un germe extrêmement dangereux, d'accord, il faut avoir une spécification, des spécifications techniques, d'accord, pour avoir un minimum de sécurité biologique pour le manipulateur au niveau du laboratoire de biologie, de virologie, pardon, d'accord. C'est ce qu'on appelle un laboratoire de type P2 ou P3. Donc, il y a, d'accord, des niveaux de sécurité qui sont exigés dans les laboratoires, d'accord. Alors, le niveau le plus faible, c'est le P1, d'accord, pour arriver ensuite pour des germes plus dangereux tels que l'Ebola, d'accord, c'est P4. Bon, on ne va pas refaire un cours là-dessus, mais pour dire qu'un P2 ou un P3 n'est pas, en tout cas, à la portée de tous les laboratoires, au niveau, par exemple, en Algérie, avant, d'accord, l'avènement de la pandémie à SARS-CoV-2. C'est pour ça, par exemple, à notre niveau, au niveau du laboratoire de microbiologie, notamment de l'unité de virologie de notre hôpital, donc CHU Annaba Hôpital d'Orban, d'accord, on a dû, d'accord, euh, euh, on a dû adapter la structure et la mettre aux normes de sécurité biologique pour arriver à un niveau de laboratoire de P2, P3. On est à peu près, d'accord, on peut dire même à P3, d'accord, parce qu'il faut disposer de ce qu'on appelle un poste de sécurité microbiologique avec des spécifications techniques de protection, d'accord, minimum. Donc, c'est ce qu'on appelle avant communément une hotte, d'accord. On appelle ça depuis un certain nombre d'années un poste de sécurité microbiologique. Il y a des spécificités, d'accord. Il faut avoir, ce ne sont pas tous les postes de sécurité microbiologique qui sont adaptés à la recherche de ces germes dangereux, d'accord. Donc, on a adapté ça, donc on a commandé un poste spécial pour ça, d'accord. Et ensuite, d'accord, il faut avoir le reste. Ça veut dire quoi le reste? Les tenues, d'accord, de protection, les camisoles, les masques spéciaux type FFP2, d'accord, qui filtrent les virus efficacement et non pas les masques chirurgicaux, en fait, ce que vous appelez les bavettes chirurgicales, d'accord, les visières, les charlottes, d'accord, tout ça, d'accord, tout l'équipement nécessaire, d'accord, de protection, c'est ce que vous voyez, d'accord, d'accord, donc les camisoles, les tenues, les charlottes, d'accord, on peut même rajouter des visières, etc. Alors,
Les prélèvements à réaliser, d'accord, prélèvement qui est réalisé au niveau des services, bien sûr, ce n'est pas au niveau du laboratoire de virologie, d'accord, donc devant soit une symptomatologie, soit avant, parce que maintenant on fait plus, on va parler des recommandations internationales et nationales, d'accord, pour la prise en charge des patients suspectés de Covid-19, d'accord. En tout cas, que ce soit que le patient soit symptomatique ou asymptomatique, le prélèvement se fait, d'accord, dans les services cliniques, d'accord. Et on peut avoir deux types de prélèvements faits. Les prélèvements qui sont les plus fréquemment faits, d'accord, ce sont des prélèvements des voies respiratoires hautes. On dira un mot après, d'accord, vous allez certainement vous poser vos questions, d'accord. Et c'est quoi? C'est dans la majorité des cas un écouvillonnage nasopharyngé, d'accord, avec des écouvillons, on l'a dit, spéciaux, en dacron et non pas en coton, d'accord. Soit une aspiration nasopharyngée, donc écouvillon, donc c'est un coton-tige, l'aspiration c'est une sonde, d'accord, avec c'est une sonde, donc genre un petit tuyau stérile, d'accord, et là on va aspirer, d'accord, une partie du liquide au lieu de le recueillir, d'accord, par, d'accord, frottement, d'accord, de l'écouvillon sur la partie la plus profonde du nez, d'accord. Il faut faire le prélèvement de façon assez profonde. C'est un geste qui est assez spécialisé. Alors, on peut faire en cas d'atteinte des voies respiratoires basses, d'accord, et dans certaines situations, on va le voir, mais ce sont des prélèvements à éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'infection majeure pour la personne qui fait le prélèvement, pour le manipulateur, le médecin ou l'infirmier, d'accord. Un prélèvement des voies respiratoires inférieures, d'accord, soit si le patient il peut émettre des crachats, voire une aspiration s'il est intubé, etc. D'accord, voire un lavage broncho-alvéolaire, d'accord, mais ce sont des prélèvements à éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque majeur de contamination pour la personne qui fait le prélèvement. Alors, le diagnostic virologique, d'accord, plusieurs techniques, d'accord, mais la technique la plus spécifique et la plus adaptée pour un contexte d'épidémie et surtout la plus spécifique, d'accord, avec une excellente aussi sensibilité, c'est la recherche du génome viral par rétrotranscription, par amplification après rétrotranscription, ce qu'on appelle RT-PCR, d'accord, dont le résultat est obtenu en fonction, d'accord, de la nature du fabricant, de la technique, en tout cas de la technologie, parce que le principe de la technique, c'est la même chose, c'est une amplification de la cible après rétrotranscription, d'accord, entre 1 heure et 4 heures selon le fabricant. D'accord. Alors, quand on parle 1 heure et 4 heures, y compris, d'accord, avec l'étape d'extraction. Pourquoi? Parce que pour faire la PCR, on va avoir majoritairement 3 étapes. La première étape, parce qu'on a affaire à un germe dangereux, c'est l'inactivation, la désactivation du virus, parce que c'est un virus dangereux, on va le tuer ou l'inactiver. D'accord. Ensuite, on va extraire l'ARN, le génome parce que c'est un ARN, d'accord. Et ensuite, on va faire l'amplification de l'ARN par RT-PCR, par PCR, par RT-PCR. C'est l'étape, d'accord, d'identification. C'est elle qui va confirmer ou exclure la présence du virus, d'accord. Et à peu près, d'accord, c'est 1 à 4 heures, alors par prélèvement. Donc on va le voir en fonction de la technologie, etc. Ça peut se faire en fonction du contexte, de la capacité, de la cadence du service, c'est-à-dire combien de prélèvements on peut faire, etc. D'accord, ça peut être toute une journée pour avoir le résultat, d'accord, de plusieurs patients pour le diagnostic du SARS-CoV-2. Donc, bien sûr, la RT-PCR qui offre les meilleures sensibilités performances en termes de sensibilité et de spécificité. Problème, c'est qu'elle n'est pas à la portée de tous les laboratoires de microbiologie. D'accord. Donc, diagnostic virologique, on peut faire une détection rapide par immunochromatographie. D'accord. Je vous rappelle, soit immunochromatographie, détection d'antigènes, d'accord. C'est soit sous forme de bande, soit sous forme de savonnette. Bon, ça, c'est pas pour le SARS-CoV-2, mais c'est le même principe, d'accord. Soit sous forme de savonnette, soit sous forme de bandelette, d'accord. Et on va avoir un contrôle, d'accord, un trait, d'accord. Et on va comparer, d'accord, si apparition par rapport au, d'accord, d'une ligne ou d'un trait, une petite bande de la même qui est présente pour le contrôle, on va confirmer, d'accord, la présence de l'antigène, d'accord, directement à partir des prélèvements respiratoires. Donc là, c'est la détection d'antigènes par technique immunochromatographique, c'est 20 à 30 minutes. D'accord. Alors, et bien sûr, tout résultat positif
ou négatif, d'accord, par détection d'antigénique doit être confirmé par la PCR. Mais on va parler de ça, vous allez certainement poser des questions, d'accord, et on va parler du contexte et de la pertinence de l'utilisation des tests en fonction du contexte. D'accord? Alors, pour la détection d'anticorps, donc ça c'était test de diagnostic rapide pour l'antigène. Alors, pour la détection d'anticorps, récemment, on a approuvé soit des tests ELISA ou par électrochimiluminescence, d'accord, soit des tests aussi immunochromatographiques, mais pour détection d'anticorps, d'accord, donc à partir du sang total ou de plasma, sang total ou plasma, d'accord, pour détecter soit les anticorps totaux, il y en a qui ne font pas la distinction entre IgM et IgG, ils disent uniquement présence d'anticorps, présence positive d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Il y a des tests qui font la séparation entre les IgM et les IgG. D'accord? Donc, bien sûr, à côté de la confirmation chez le cas suspect, d'accord, suspect, probable, etc., d'accord, il y a une enquête épidémiologique qui se déclenche automatiquement, d'accord, c'est le service de prévention devant tout cas positif. Ça veut dire quoi? Tout patient, d'accord, ou tout cas, même asymptomatique, d'accord, qui est positif par RT-PCR, quand on aura le résultat, au niveau des services, il va y avoir, les services vont contacter le service clinique, maladie infectieuse ou autre, d'accord, va contacter le service d'épidémiologie et de médecine préventive pour déclencher une enquête. Et à ce moment-là, d'accord, on va essayer de, d'accord, rechercher la source, voire, d'accord, d'émettre les recommandations de prévention chez tous les cas contacts de la personne qui est RT-PCR positif. D'accord? Donc, après guérison clinique, négativation de la RT-PCR, d'accord? Puis, dans les selles autorisent la levée du confinement. Bon, on va parler de tout ça après. Donc, l'isolement en lignée cellulaire, c'est la méthode de référence. Pourquoi? Pour étudier le virus. D'accord? Pour étudier le virus, le séquencer, rechercher les mutations, pour essayer de mettre au point des antiviraux, des vaccins, etc. Mais on l'a dit, d'accord, il faut exiger des niveaux de sécurité plus importants au niveau des laboratoires de virologie. D'accord? C'est une technique lourde qui va prendre plusieurs jours par rapport à la PCR où on va avoir le résultat la journée même. D'accord? Je l'ai dit, avec des rendements en général qui ne sont pas très bons. D'accord? Le risque de contamination et le coût. D'accord? Déjà, avec la RT-PCR, si on prend par exemple les pays à ressources limitées, d'accord, c'est loin, d'accord, d'avoir beaucoup, d'accord, de laboratoires qui font le diagnostic par biologie moléculaire. Par exemple, nous, au CFU d'Annaba, d'accord, c'est quand même une chance d'avoir un laboratoire qui fait quand même depuis le 13 avril, d'accord, de façon officielle, qui ne s'est jamais arrêté de faire les RT-PCR. Donc maintenant pour le traitement, d'accord, pour le traitement, aucun antiviral spécifique, ni aussi pour la prévention de vaccins efficaces spécifiques. Et les protocoles thérapeutiques dans pas mal de pays, notamment dans le nôtre, en Algérie jusqu'à présent, on continue à utiliser l'association hydroxychloroquine ou chloroquine, d'accord, et azithromycine, d'accord, et qui s'est, d'accord, avéré bon, assez efficace de toutes les façons. Il y a tout un débat, certainement vous allez poser des questions, d'accord, parce qu'on va laisser les questions à la fin, d'accord, par rapport à la controverse qui tourne autour d'efficacité, pas efficacité de l'association chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycine, d'accord, mais en tout cas, d'accord, c'est ce qui est pratiqué jusqu'à présent pour notre pays, dans notre pays. Bon, ça, c'était l'antiviral, d'accord, qui était initialement développé contre le virus Ebola, qui a reçu l'approbation de la FDA, ça c'est l'agence Food and Drug Administration, c'est l'agence des médicaments, d'accord, aux États-Unis, d'accord, pour une utilisation thérapeutique. Mais pour l'instant en Europe, d'accord, pour les pays qui appliquent les protocoles thérapeutiques à base de molécules, d'accord, il y en a qui ont arrêté de donner, d'accord, même la chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycine, mais pour les pays qui les donnent encore, d'accord, chloroquine en Europe, hydroxychloroquine, azithromycine, pour l'instant, remdesivir n'est pas approuvé, d'accord, en Europe par exemple. Nous, c'est chloroquine, hydroxychloroquine plus azithromycine. Alors, aucun vaccin disponible, d'accord. On espère avoir d'ici la fin 2020 ou 2021, d'accord. C'est pas gagné d'avance, mais il
il y a des échos favorables, mais attention, ce sont des virus qui mutent très rapidement, d'accord? Ça sera difficile peut-être d'incorporer toutes les mutations parce que l'épidémie est toujours en cours, la pandémie est toujours en cours dans le vaccin, mais au moins, si on arrivera au moins à avoir des candidats sérieux pour les essayer, d'accord, d'ici la fin de l'année, début 2020-2021, ça serait vraiment très intéressant. Donc, bien sûr, la seule prévention efficace, d'accord, c'est de rompre la chaîne de transmission du virus. D'accord, avec dépistage précoce et identification précoce des patients infectés, d'accord, autour des cas contacts, confirmés, séjour en zone d'endémie, etc. D'accord, milieu hospitalier, établissement de soins, donc pour le personnel bien sûr, mais pour les gens qui viennent, d'accord, avec port de masque adapté, d'accord. Alors ça, c'est pour les professionnels de santé, voire, d'accord, dans certains cas pour certains patients hospitalisés, d'accord, c'est ce qu'on appelle les masques FFP2, d'accord, ou à défaut les masques chirurgicaux, ce qu'on a l'habitude d'appeler bavettes, d'accord. Et bien sûr, réduction de la transmission du virus dans la population, d'accord. Toute la communication dans tous les pays du monde tourne autour de ça, d'accord. C'est soit les mesures individuelles, d'accord. Mesures individuelles, c'est le port de gants, d'accord, bien sûr, le respect de la distance, d'accord, le port de masque, le gel hydroalcoolique, l'utilisation de mouchoirs, tousser dans le coude, etc. D'accord, et surtout les mesures collectives, d'accord, qui s'avèrent vraiment quand même assez pénibles à respecter, surtout quand elles durent dans le temps, d'accord, mesures de distanciation sociale, d'accord. Alors là, l'arrêt des transports, d'accord, l'arrêt de tous les mouvements dans le monde entier, des déplacements, d'accord, les mouvements de population, port, aéroport, donc entre pays, entre régions, à l'intérieur des villes, d'accord. Confinement obligatoire des personnes. Alors, avant la fermeture des frontières, c'est pour les gens, d'accord, qui entraient, qui venaient d'autres pays, d'autres régions du monde pendant 14 jours obligatoires. D'accord, maintenant pour les gens qui se trouvent dans le pays, si on se déplace dans une zone où le virus, ou dans un foyer où le virus sévit, d'accord, si on est toujours asymptomatique, le moindre contact, c'est se confiner, signaler et confiner, d'accord, se confiner pendant 14 jours. Pourquoi? Parce que c'est la durée maximum d'incubation du virus, d'accord, et tout ce qu'il y a eu autour, fermeture des activités sociales, sport, école, université d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le cours par visioconférence, toutes les activités économiques, d'accord, au sens large, d'accord, ça c'est pour les mesures collectives, c'est ce qu'on appelle les mesures de distanciation sociale, d'accord, c'est essayer, d'accord, d'éviter les contacts entre les masses de population, c'est pour ça qu'on parle de distanciation sociale, d'accord, et bien sûr, ça, d'accord, que ce soit pour le personnel, pour les gens qui étaient toujours en activité pendant la période de confinement, parce que nous, actuellement, on est en déconfinement dans la plupart des pays du monde, lavage fréquent des mains et utilisation de gel hydroalcoolique. Ça ne coûte rien du tout des avoirs sous la main à l'extérieur, d'accord. Et tout contact, je sais pas, avec l'argent, les surfaces, etc., d'accord, on doit immédiatement appliquer, d'accord, du gel hydroalcoolique. Donc, en résumé, d'accord, le SARS-CoV-2, d'accord, est responsable d'une infection émergente, d'accord, ça dissipe tous les doutes sur les coronavirus. Avant, on pensait que les coronavirus étaient des virus, en tout cas chez l'homme, faiblement pathogènes, qui posaient problème dans les élevages, etc. Ce n'est plus le cas, d'accord. La mortalité est importante chez les sujets à risque, d'accord, et notamment chez les sujets âgés. Il faudrait savoir que le tableau, il est non spécifique et qu'on a actuellement beaucoup de cas symptomatiques, notamment chez les personnes adultes. Pourquoi? Parce que chez les enfants et les adolescents, qui sont les principaux disséminateurs, la plupart, pour l'instant, des infections sont des infections asymptomatiques. D'accord? Le diagnostic, en tout cas la confirmation formelle d'une infection par SARS-CoV-2, c'est le laboratoire de virologie, même si l'image en TDM, en densitométrie, une image spécifique, a une forte valeur diagnostique avec le contexte, mais la confirmation, elle est virologique. C'est la RT-PCR, d'accord, et non pas les autres tests. En tout cas,
pour la confirmation du diagnostic d'infection. D'accord. Pour l'instant, aucun traitement antiviral ni de vaccin efficace commercialisé. On espère en avoir d'ici la fin de l'année, que ce soit pour l'antiviral, que ce soit pour le vaccin. Il faut respecter les règles, toutes les règles de prévention, que ce soit les règles individuelles et surtout les règles de distanciation sociale, d'accord, surtout qu'on est en période estivale, éviter les baignades, etc. D'accord. Et ça nous rappelle que les pandémies ne sont plus des faits historiques qu'on étudie dans les livres, d'accord, que ce soit les livres d'histoire, que ce soit les livres de médecine, d'accord, mais il faudrait se préparer à l'avenir qu'on pourrait avoir des pandémies, soit à d'autres coronavirus, soit à d'autres infections, que ce soit virales, bactériennes ou parasitaires. Donc les pandémies ne sont plus des faits historiques antérieurs, mais plutôt une réalité que le monde, comme quand on parle de séismes, de volcans, etc., devrait s'habituer à affronter dans le futur. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de faire un petit peu vite. Pourquoi? Pour essayer de répondre à vos questions, certainement. Vous en avez plusieurs. Alors, s'il vous plaît, les questions. Alors, j'attends vos questions. Alors, première question, racontez-nous l'état de la pandémie au labo. D'accord, comme vous êtes au terrain, existe-t-il une deuxième vague? Est-ce que vous pensez concernant la dexaméthasone comme traitement pour les symptômes de Covid-19? Alors, que pensez-vous pour la dexaméthasone comme traitement pour les symptômes de Covid-19? Alors, pour la deuxième question, on attend les études, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Alors, pour la première question, deuxième vague, donc il est trop tôt pour dire qu'il s'agit d'une deuxième vague parce qu'on vient juste de déconfiner. En tout cas, ce qu'on peut dire que le virus circule. Et vous n'avez qu'à voir les chiffres 200, 244, 240 dans les points de presse cas positifs en 24 heures, alors qu'on est même une fois descendu à, je crois, 97-98 cas. D'accord. Il est trop tôt pour dire qu'une deuxième vague est en cours de se dessiner, mais ce qui est sûr, que le virus circule activement. Ça, ce sont les chiffres nationaux qui l'attestent. Alors, pourquoi les chercheurs ne peuvent pas développer un traitement? Alors, quels sont les obstacles? Alors, déjà, pour les virus, d'accord, étant des parasites intracellulaires obligatoires, alors la découverte d'un antiviral est toujours, d'accord, plus difficile qu'un antibiotique. Pourquoi? Parce qu'il utilise la machinerie de l'hôte et c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Il faut éviter la cytotoxicité cellulaire, d'accord? Ça, c'est de façon globale. Alors maintenant, pour la spécificité du coronavirus, d'accord? Pourquoi? Parce que le coronavirus, c'est un virus qui mute assez rapidement. Et jusqu'à présent, on a identifié une centaine de mutations et c'est pour ça que chaque jour, même dans la communauté scientifique, il y a des contradictions par rapport à l'espoir de développer rapidement un vaccin. Alors on entend que il y a des firmes qui sont bien avancées, on l'espère, mais ensuite, il y a des scientifiques qui disent que, bon, on a mis au point cette semaine, on a caractérisé de nouvelles mutations, et dire qu'on va avoir des candidats à tester chez les humains d'ici la fin de l'année, ou même il y a des essais qui ont débuté ces derniers jours. D'accord, c'est pas très optimiste. Ça, c'est à cause de la nature du virus. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et troisième des choses, il faut dire la réalité que à cause de toutes les difficultés techniques pour développer des antiviraux, c'est ce qu'on vient de dire, d'accord. La branche, d'accord, antiviraux, parmi les firmes, ça n'a pas été une branche où les grandes firmes ont investi beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on souvent on a affaire à une grippe, d'accord, une infection respiratoire, je sais pas, une rougeole, etc., des virus qui ne sont pas mortels. Et bien sûr, la recherche, il faut avoir de l'argent, il faut avoir toute une stratégie et politique là-dessus. Et quand on est frappé de plein fouet par une épidémie, voire maintenant une pandémie d'infection virale, j'allais dire,
comme on n'a pas investi dans le credo, les connaissances basiques, d'accord, se font rares dans le domaine et à ce moment-là, on a été surpris, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement massif dans la branche d'antiviraux, d'accord. Et ça, c'est maintenant qu'on a commencé à s'investir pour des antiviraux, par exemple anti-coronavirus, ça prendra du temps pour développer un antiviral spécifique. Alors, l'efficacité de la chloroquine, hydroxychloroquine est la même. Alors, pour les études que j'ai lues, parce qu'il y a toujours des contradictions, oui, d'accord, c'est à peu près la même chose. Chloroquine ou hydroxychloroquine, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'on a atteint le pic ou pas encore, s'il vous plaît? Bon, le ministre a déclaré qu'on a déjà atteint le pic. Et donc, si on a un autre pic, ça va être une deuxième vague. Alors, la durée de la présence du virus sur les fruits et légumes, c'est une excellente question. Alors, alors dans les publications que j'ai pu voir, d'accord, on n'insiste pas beaucoup sur les fruits et légumes. Alors, il y a eu quelques petites citations. On a plutôt insisté sur quoi? Sur les surfaces solides, d'accord, sur les plastiques, d'accord, sur l'argent, d'accord. Fruits et légumes, j'avais lu, je crois, peut-être une phrase par-ci, par-là. Alors, c'est une histoire. Alors, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est une histoire de 3-6 heures maximum, mais non, mais la plupart des études ne parlent pas de fruits et légumes, hein, d'accord? Parlent de surface et d'argent, d'accord? Alors là, les études sont contradictoires quand on parle de surface, puisque j'en profite parce que vous avez posé la question, d'accord? En fait, la moyenne pour les surfaces, c'est maximum, hein, 6 à 9 heures, avec une moyenne de 5 à 6 heures, en fonction des surfaces. D'accord? Mais il y en a qui ont pu mettre en évidence que le virus pouvait rester quelques jours. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la garde. Dire que oui, attention, c'est toujours le cas, 6 à 9 heures, le lendemain, il n'y aura pas de virus. Non, il faut nettoyer parce qu'il y a des études qui sont parties jusqu'à 8 à 9 jours. D'accord? Où on pouvait trouver le virus dans des surfaces, d'accord, notamment plastique. Alors, l'hydroxychloroquine est-elle indiquée pour tous les cas confirmés, personnes âgées à risque? Alors ça, c'est une excellente question. Alors, l'hydroxychloroquine est-elle indiquée pour tous les cas? Pourquoi? Parce que les recommandations en fonction de la pandémie ont évolué. Alors, au départ, d'accord, pour résumer un petit peu, alors, on donnait de l'hydroxychloroquine en fonction des pays, hein, d'accord, d'ailleurs, même chez nous, hein, parce que les recommandations internationales et même nationales chez nous ont évolué en fonction des connaissances et d'évolution de la pandémie et des connaissances surtout. Avant, on donnait de l'hydroxychloroquine chez tous les cas qui étaient confirmés positifs. Alors, qu'ils soient symptomatiques, asymptomatiques, qu'ils soient âgés, pas âgés, présenter des facteurs de risque ou non. Alors maintenant, les recommandations ont évolué, d'accord. Alors, chez les patients asymptomatiques, qui n'ont pas de facteur de risque particulier, les patients à risque, d'accord, donc les patients de moins de 65 ans en bonne santé, donc asymptomatiques sans facteur de risque associé, actuellement n'ont plus d'hydroxychloroquine. C'est confinement et on attend la symptomatologie. D'ailleurs même, il y en a qui recommandent, même s'il y a une symptomatologie bénigne chez des patients qui n'ont aucun facteur de risque et qui ont moins de 65 ans, on ne donne rien du tout. Mais c'est à l'appréciation du médecin. Maintenant, l'hydroxychloroquine, elle s'impose chez les patients de plus de 65 ans, même s'ils ne présentent pas de facteur de risque, et chez tous les patients inférieurs à 65 ans, d'accord, qui présentent un facteur de risque d'évolution vers une forme grave de la maladie. Donc, pour résumer, non, l'hydroxychloroquine n'est pas indiquée chez tous les cas confirmés par RT-PCR. Est-ce que vous prévoyez une autre vague? Donc ça dépend du degré de respect par la population des mesures de distanciation sociale. Donc, si les gens ne respectent pas les mesures de prévention individuelle et collective de distanciation sociale, ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques dans les pays développés, d'accord, il y aura une deuxième vague. Oui, on suppose qu'il y aura une deuxième vague. Alors, pourquoi ce virus est très contagieux? Alors, pourquoi? Alors, d'un point de vue moléculaire, on ne le sait pas. Pourquoi il est très contagieux? C'est à l'étude. C'est-à-dire, quel est le déterminant d'un point de vue, par exemple, structure virologique ou récepteur, etc. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas tous les virus respiratoires qui forment ce qu'on appelle les droplets nucléi. Ça veut dire quoi les droplets nucléi? Ce sont des petites gouttelettes
dans la taille est inférieur à 5 micromètres. Il y a de nombreux virus, d'accord, qui ne font pas, forment pas ce genre de gouttelettes, donc qui ont une présence dans les sécrétions respiratoires, dans des sécrétions respiratoires dont la taille est importante. Et à ce moment-là, d'accord, le risque de contagion, il est minimum, d'accord, il est moindre. Mais d'un point de vue moléculaire et interaction avec l'autre, c'est à l'étude. Pourquoi il est très contagieux, c'est à l'étude. Alors, est-ce qu'il y a un risque de réinfection? Alors là, pour l'instant, on ne sait pas. D'accord? Pour l'instant, on ne sait pas. On dit qu'il y a eu de rares cas dans les études de réinfection, mais on ne sait pas. D'accord? Mais comme c'est un virus qu'on ne connaît pas assez, il faut se dire que pour une personne qui a fait l'infection, qui est immunisée, il ne faut pas se dire ça ne sert à rien de porter le masque. D'accord? Je ne ferai plus de réinfection, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique, et je ne suis plus à risque même si je fais une réinfection, une infection sévère. Donc, ce n'est pas la peine que je prenne d'accord, les mesures de prévention exigées. D'accord? Donc, on ne le sait pas. Alors, on se prépare à ce que il y a un risque de réinfection et donc il ne faut pas relâcher les mesures de prévention. Alors, pourquoi on utilise des antibiotiques pour un virus? En fait, on ne l'utilise pas en tant qu'antibiotique parce qu'un antibiotique agit sur les bactéries, non pas sur les virus. Il s'avère que certains antibiotiques, notamment les macrolides, et particulièrement l'azithromycine, il y en a d'autres parmi les macrolides parce que l'azithromycine est un macrolide, en parallèle, ont un effet antiviral. D'accord? Donc, ils ont trouvé que l'azithromycine avait, à côté de son rôle antibiotique, qui n'est pas recherché ici, même si ça serait bien de se prémunir contre une co-infection bactérienne, etc., mais ce n'est pas l'objectif, d'accord? Ça serait très intéressant, d'accord, d'avoir une couverture antibiotique, mais ce n'est pas le cas, d'accord? On sait que, d'accord, l'azithromycine aussi, à côté de son rôle de prévention contre une co-infection par un antibiotique, a un léger effet antiviral contre les coronavirus. Alors, est-ce que le même virus qui circule chez tout le monde, il est différent de personne à une autre? Alors, différent d'une personne à une autre, alors, il y a plusieurs souches virales. D'accord? Il y a plusieurs souches virales. D'accord? C'est pas la même, mais c'est la même au sein d'une même région, en tout cas quand on a fermé les frontières. Oui, il y a plusieurs souches virales qui circulent dans le monde. Et c'est ce qui expliquerait au conditionnel, pas uniquement ça, mais en partie la différence de virulence, d'accord? Je dis en partie entre les régions, en tout cas au tout début de la pandémie, d'accord? Donc, on a dit que la souche qui était italienne, européenne en tout cas, était plus virulente que les souches asiatiques, etc. Bon, il y a des risques de réinfection, ça, on a déjà répondu à la question. Alors, quel est le mécanisme d'action de la chloroquine, d'hydroxychloroquine? D'accord, c'est l'inhibition de la réplication. D'accord, ça va bloquer la réplication du virus. D'accord, ça va bloquer l'étape, d'accord, de réplication du génome. Alors, monsieur, est-ce que Covid-19 se transmet par l'eau en cas de baignade dans la plage? Alors, jusqu'à présent, non. En tout cas, c'est ce que disent les études. Mais pour la plage, d'accord, c'est le contact. On ferme les plages. En tout cas, dans notre pays, la baignade est interdite, d'accord, à cause, d'accord, de la proximité dans l'espace entre les gens, entre les personnes. Donc, la distance de 2 mètres et le contact étroit. À ce moment-là, on a peur du contact respiratoire, de la transmission respiratoire éventuellement manuportée, et non pas par l'eau jusqu'à présent. Alors, il y a un risque de gravité en infection pour ceux qui ont les symptômes, troubles digestifs. Ah oui, pour l'instant, tout ça est à l'étude. D'accord? Alors, tout ça est à l'étude. Est-ce que, par exemple, les gens qui font d'emblée une infection, je ne sais pas, neurologie, puisqu'il y a des gens qui présentent comme premier symptôme des céphalées, ou les gens qui font une perte de goût et d'odorat, orange, des séquelles, etc. Tout ça, c'est à l'étude. D'accord? Pour l'instant, tout ça, c'est à l'étude. D'accord? Maintenant, par rapport aux séquelles, à la gravité, par rapport au début des symptômes ou de la nature des symptômes qui apparaissent pour la première fois. D'accord?
est-ce que la mutation du virus peut être détectée? Bien sûr, par séquençage, non pas par RT-PCR. D'accord? Par séquençage, ça veut dire que on va soumettre le génome, d'accord? On va lire les séquences nucléotidiques du génome. On va caractériser, d'accord, les séquences nucléotidiques du génome, d'accord? Ce sont les laboratoires qui ont des séquenceurs, oui. Est-ce qu'elle est fréquente? Jusqu'à présent, oui. Des centaines de mutations, mais on va dire quelques-unes sont majeures, mais toujours mais des centaines de mutations entre majeures et mineures. Alors, elles diffèrent d'une personne à une autre en fonction de quoi? Bon, là, je ne comprends pas la question en fonction de quoi. La mutation, elle diffère d'une personne à une autre. C'est pas une personne, c'est des virus. En tout cas, ce qui est sûr, d'accord, c'est un virus qui mute rapidement. Alors, comment en général, ou c'est la conséquence de quoi? Entre autres, il n'y a pas que ça. C'est en partie aussi la conséquence de la pression de sélection immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le virus circule entre les humains, et comme il va être confronté aux défenses immunitaires, au fur et à mesure, il va s'adapter et il va muter. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on séquence le virus, je ne sais pas, par exemple, italien, par exemple, en début de pandémie, en tout cas d'épidémie en Italie, et maintenant ils sont bon, à la fin, ou une deuxième vague, s'il y aura une deuxième vague, etc. Bien sûr, le virus qui a circulé chez des milliers de personnes en Italie, ça c'est certain, sous la pression de sélection et des caractéristiques aussi virologiques des coronaviridés, certainement, d'accord, c'est pas, même si on suppose que c'est la même souche virale, ce n'est pas la même séquence du virus, d'accord, donc il a muté. Maintenant, est-ce que la mutation, maintenant c'est les conséquences de la mutation sur la virulence qui sont pour l'instant à l'étude, c'est-à-dire on peut avoir des mutations qui engendrent une perte de virulence et de contagiosité, comme on peut avoir le reste des mutations qui engendrent au contraire une augmentation de contagiosité, du risque de contagion et une augmentation de la virulence, soit l'une, soit les deux, d'accord? Et tout ça, c'est à l'étude. Mais ça, ce n'est pas la PCR, c'est le séquençage. Ce virus infecte les hépatocytes ou les globules rouges. Alors, infecte maintenant hépatocytes, à ma connaissance, non. D'accord? Mais il faut rester prudent, il faut essayer de chercher. Les globules rouges, si, mais sans conséquences cliniques, anémie, etc. Donc on savait qu'ils pouvaient pénétrer dans le globule rouge, etc., mais sans traduction clinique par rapport à tout ça. D'accord? Alors les chats peuvent-ils être disséminateurs du virus? Pour l'instant, les études disent non. D'accord? Il a été isolé, c'est vrai, chez les chats. D'accord? Même, je crois, 1 ou 2 cas chez les chiens. D'accord? En tout cas, plus chez les chats. D'accord? Oui, il a été caractérisé chez les chats. D'accord? Mais pour l'instant, on ne préconise pas, d'accord, d'isoler ou de se mettre à l'abri par rapport à tout contact avec les chats. Alors, pourquoi le nombre de cas infectés est bas en Algérie par rapport au monde entier? Est-ce que c'est une question de système immunitaire ou manque de moyens? Alors, ça, c'est multifactoriel. Alors, pour dire avec exactitude, d'accord, c'est dû soit à la souche, soit à la population, soit au manque de moyens. Ça, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, certainement, d'accord, on a beaucoup moins de tests diagnostiques par rapport à ce qui se fait dans les pays développés. Mais en tout cas, à l'heure où on parle, ça c'est le directeur de l'Institut Pasteur qui l'a déclaré hier ou avant-hier, cette révélation. D'accord? On arrive actuellement en Algérie et il y a des laboratoires qui sont en cours aussi d'installation à 2500 PCR par jour. D'accord? Recherche du virus par RT-PCR par jour, c'est pas mal. Au début, on était juste à peut-être 200, 300 par jour sur tout le territoire national quand on a commencé le confinement. Donc 2500, c'est déjà pas mal. Et certainement, d'accord, il y a une sous-évaluation diagnostique par rapport au manque de moyens, en tout cas de RT-PCR. Mais est-ce qu'on est dans les, je sais pas, 50 000, 100 000 cas? Ça, on ne le sait pas. D'accord? Ce qui est sûr, alors ça, ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, les services de réanimation en Algérie n'ont pas été débordés. Ça, c'est certain. On ne fait pas, d'accord? On ne fait pas de forme grave, d'accord,
chez les cas confirmés en réanimation d'infection à SARS-CoV-2. Donc, la COVID-19, pour l'instant chez nous, d'accord, ne provoque pas d'infection grave en termes de fréquence par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours dans les autres pays, notamment en Europe et aux États-Unis actuellement et au Brésil. Devant un patient souffrant de détresse respiratoire, est-ce que vous procédez à une intubation ou ventilation non invasive? Suffit. Alors ça, il faut poser ça à un réanimateur, d'accord? C'est lui qui, d'accord, apprécie le degré, d'accord, de souffrance respiratoire pour, d'accord, poser l'indication d'une intubation simple ou d'une ventilation, d'accord, mécanique, etc. D'accord? Ça, c'est au réanimateur de poser la question. Alors, si les achats transmettent le virus, la situation est plus catastrophique, oui ou non? Bien sûr. Alors, transmettre le virus, alors là, il faudrait faire attention, oui, bien sûr. Là, c'est le risque. Alors maintenant, pour les achats, alors il y a le double risque. Il y a d'abord le risque de transmission respiratoire qui est le plus important quand on voit qu'il y a des gens qui ne respectent pas la distance de 1 à 2 mètres dans les rayons, les caisses, à la sortie, à l'entrée, etc. Maintenant, il y a des gens, en plus, il y a des gens qui fument. Il y a l'installation de climatiseurs s'il y a des gens à l'intérieur, d'accord, qui toussent, où il y a le virus qui est dans l'air ambiant, etc. D'accord. Et en plus, il y a les denrées elles-mêmes, d'accord, par rapport à la transmission manuportée, bien sûr. Bien sûr, ça fait peur, bien sûr, d'accord. Donc les achats, aller acheter, aller faire des achats, aller faire des courses, il y a un risque, d'accord, très important, et c'est pour ça qu'il faut respecter les règles d'hygiène, d'accord. C'est pour ça qu'on a exigé, avant le déconfinement, d'accord, aux commerçants, d'accord, parce qu'on parle de commerce, d'achat, même dans les services d'ailleurs, d'accord, on a exigé, d'accord, pour les commerçants à veiller, d'accord, au respect des règles strictes qui sont connues. Donc, nombre de personnes dans les enceintes, d'accord, interdire, d'accord, l'entrée à l'enceinte pour les gens qui ne portent pas de masque, d'accord, même fait à la maison, d'accord, et la distanciation dans les caisses et bien sûr le gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie, voire même des caméras thermiques, d'accord, pour les gens, en tout cas pour les commerces qui peuvent se permettre ça, d'accord. Oui, le risque est réel. Donc, le risque de l'avoir au niveau des commerces, au niveau des administrations et au niveau du transport, parce que maintenant on a libéré les transports, il est vraiment réel et il fait peur. Alors, utilisation de plasma pour le traitement, même réponse, les données sont contradictoires, mais c'est une piste à explorer. Alors, le problème pour les plasmas, c'est qu'il faut avoir, d'accord, suffisamment de patients. Par exemple, ce n'est pas le cas en Algérie. Il faut avoir des milliers de patients pour avoir une quantité d'anticorps, parce que là, on recherche l'effet des anticorps, etc. Donc, d'un point de vue technique, c'est un moyen qui poserait problème, certainement d'un point de vue très technique. Maintenant, pour les performances, c'est contradictoire. Il y a des études qui disent que c'est efficace, il y en a d'autres qui ont démontré le contraire. Mais ça reste de petites séries, etc. Alors, le type de masque qu'on doit porter. Alors, ce que vous appelez, vous, bavette chirurgicale, d'accord, qu'on connaît avant l'épidémie, d'accord, à défaut, bavette ou masque fait maison, d'accord, dans les normes, quand même avec un tissu, etc. Maintenant, comment on contrôle à peu près à la maison si ce sont des masques faits à la maison, des bavettes faites à la maison, d'accord. On dit que quand on met les masques, on essaye de souffler en gardant le masque, bien sûr, sur la bouche, d'accord. Lorsqu'il est bien mis en place, couvre le nez, etc., avec une bonne partie du menton jusqu'au cou, d'accord. Alors, s'il est bien en place, on va voir que l'air, d'accord, si on souffle de l'intérieur, ne passe pas, d'accord. Et là, on dit que quand même, il y a quand même certaine protection. Sinon, les fameux masques, ce qu'on appelle les masques FFP2, quand on achète auprès des pharmacies, des fournisseurs, etc., ce sont les masques qui sont les plus spécialisés, d'accord, qui assurent la meilleure des protections. D'accord, ce que vous appelez communément, si vous avez entendu dire ça, bon, sous forme canard, etc. En tout cas, vous vous rapprochez auprès des pharmacies et des gens qui vendent le matériel médical, vous allez leur dire, à défaut d'avoir un masque chirurgical, ce que vous appelez vous bavette, on veut acheter un masque FFP2. D'accord. C'est les masques qui assurent la meilleure protection. Jeune homme, ARN de polarité positive. Pourquoi on doit faire? Alors pourquoi? Parce que
l'amplification se fait sur l'ADN, l'étape d'amplification, enfin d'hybridation et d'amplification. Et comme c'est un ARN, on doit faire une rétrotranscription de l'ARN en ADN. Donc l'ARN, d'accord, il va être rétrotranscrit en ADN et l'amplification va se faire sur l'ADN, d'accord. Donc l'amplification et les hybridations et l'amplification se font sur un brin d'ARN. Ça, c'est pour tous les virus. Donc tous les virus à ARN doivent subir une étape de rétrotranscription en ADN pour faire ensuite l'amplification. Alors, dosage d'eau de javel pour désinfecter, dosage habituel. D'accord. Dosage habituel à 12 degrés, dosage habituel. D'accord. Il n'y a pas une d'accord, d'accord. Et pour l'alcool, c'est kiff-kiff. C'est l'alcool à 90 degrés alcoolique. D'accord. Donc, il n'y a pas. Bon, le mieux, c'est d'avoir un gel hydroalcoolique qui est mieux étudié, etc. Mais sinon, à défaut, l'alcool à 90, d'accord. Donc, il n'y a pas un dosage supérieur particulier, etc. Heureusement que c'est un virus enveloppé, donc il n'est pas particulièrement résistant aux antiseptiques habituellement utilisés soit en milieu hospitalier, soit d'accord à la maison. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'entrer en contact avec une personne qui a été contaminée mais guérie? Alors, oui, ça c'est très intéressant parce que je ne l'ai pas dit. Alors, quand on parle de guérison, alors on ne parle pas de guérison clinique, même où. Alors, pourquoi? Parce qu'au début, c'est plus la recommandation en Algérie et dans tous les pays du monde. Avant, on définissait un cas guéri, non pas uniquement comme un cas, d'accord, qui arrête de tousser, d'accord, avec régression de la symptomatologie et de l'image radiologique, mais un cas qui a une RT-PCR négative, d'accord, au niveau de l'aspiration nasopharyngée, voire dans certains pays, ils appliquaient même les selles. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on pouvait excréter le virus dans les selles à une période qui était plus importante. Donc, si on revient à la première définition d'un cas guéri, un cas guéri, d'accord, est un cas qui est rétabli cliniquement avec une RT-PCR de contrôle à la fin de traitement, d'accord, qui est négatif. Donc, actuellement, on a arrêté les dernières recommandations, notamment en Algérie, dans pas mal de pays du monde, et notamment en Algérie, on a arrêté de pratiquer des RT-PCR en fin de traitement, après la fin de traitement, pour déclarer guéri. C'est pour ça que, quand vous voyez les chiffres, on vous dit tant de milliers de cas, et on a uniquement tant de cas, c'est-à-dire il y a une grande différence. Où est la différence entre, par exemple, je ne sais pas, on a 10 000 et 5 000, où sont les autres 5 000 qui ne sont pas hospitalisés, tout hospitalisés, etc. En fait, on partait de guérison par rapport à RT-PCR. Et on pouvait, pourquoi? Parce qu'on pouvait rester RT-PCR positif plusieurs jours, d'accord, avec une bonne guérison clinique. D'accord? Donc ça, c'est très, très intéressant de dire qu'il faut séparer la guérison clinique avec guérison. Ça veut dire quoi? Guérison sur le plan, j'allais dire, global virologique, ça veut dire que le patient n'est plus contagieux. D'accord? S'il a une RT-PCR négative, il n'est plus contagieux parce qu'il n'a plus de virus actif dans le corps. Alors, est-ce que le gel hydroalcoolique est suffisant pour désinfecter certaines surfaces telles que le téléphone et les clés? Alors, toutes les études que j'ai pu lire, oui. D'accord? Pour l'instant, oui. D'accord? Maintenant, s'il y aura d'autres études qui vont contredire ça, on va suivre ça. D'accord? Oui. D'accord? Les mains, les surfaces, les téléphones, je ne sais pas, tout ce qui est en plastique, si on utilise des PC, etc. Chez un sujet diabétique, provoque une hyperglycémie prolongée. Ça, c'est très intéressant pour parler du diabétique. On sait que ça peut poser une décompensation prolongée, ça dépend des études. Mais pour l'instant, c'est à l'étude. Est-ce que ça peut provoquer une hyperglycémie prolongée? Oui, et prolongée, c'est-à-dire de combien? De 2 jours, 3 jours, plusieurs jours, etc. Il y a eu très peu de cohortes. Bon, il y a des études. Récemment, j'ai pu lire une étude qui parle de Covid-19, de la Covid-19 chez le patient diabétique, d'accord? Mais le problème, c'est que ça reste des cohortes, ça veut dire un nombre de cas qui est très, très limité. D'accord? Où on a eu, oui, c'est vrai, pas la majorité, où on a eu vraiment des patients qui pouvaient avoir des hyperglycémies prolongées, c'est à suivre. D'accord? Mais on sait que, oui, on peut avoir des décompensations chez le diabétique par une infection à SARS-CoV-2. C'est pour ça que les diabétiques sont une population à risque, d'autant plus que l'Algérie est un pays où il y a une très forte prévalence de diabète. D'accord? Pratiquement, il n'y a pas peut-être une grande famille où il n'y a pas un diabétique dans la famille.
Alors est-ce que vous avez d'autres questions? En fait, c'est un sujet où il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup, d'un point de vue, je sais pas, virologique, bon, je suis pas un clinicien, mais ce que je sais, en tout cas, par rapport à la corrélation, clinique, heu, virologique, c'est pour ça qu'il, faut poser le maximum de questions pour essayer, en tout cas, d'aborder des points qu'on n'a pas pu, voilà. En milieu hospitalier, la dexaméthasone, à ma connaissance, non, non, non. En tout cas, en Algérie, à ma connaissance, non. D'accord, dexaméthasone en Algérie, non. En tout cas, Annaba, non. Chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycine. D'accord, en usage hospitalier. En fait, zinc, vitamine C peuvent assurer une bonne protection. Ça renforce le système immunitaire. Oui, ça peut aider. D'accord, c'est pas une. En tout cas, si je schématise, hein, ça n'a rien à voir, mais si je schématise un petit peu, c'est pas le même effet qu'un gel hydroalcoolique sur les surfaces. Dire que, alors, attention, d'ailleurs, le zinc, il est dangereux, il ne faut pas prendre des quantités énormes, et dire que je prends des quantités énormes de vitamine C et de zinc, je ne vais pas attraper, je sais pas, dans 80 ou 90% de SARS-CoV-2. C'est faux. On sait que ça renforce le système immunitaire, particulièrement chez les populations à risque. D'accord, ça peut aider ne serait-ce qu'un petit pourcentage, mais dire que ça assure une bonne protection, non, c'est à l'étude, mais non. Directement, non. Assurer une bonne protection, comme le gel hydroalcoolique et les masques, les bavettes, non. D'accord. Alors ça, on a répondu pour injection d'immunoglobuline. Des personnes guéries, c'est ce qu'on appelle la plasmathérapie. Mais Alice, on va refaire l'explication. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Il y a des études qui disent c'est efficace, quand même, c'est assez efficace. Il y en a d'autres qui ont trouvé des résultats contradictoires parce que c'est pas évident. Il faut avoir des milliers de cas, il faut purifier, avoir les immunoglobulines, etc. C'est à l'étude. D'accord. En fait, il y a pas mal de questions. Pratiquement toutes les questions sont en suspens jusqu'à présent. Alors pour les autres wilayas, comment acheminer les prélèvements? Alors comment acheminer les prélèvements? Alors oui, comment acheminer le prélèvement? Alors il y a de toutes les façons les recommandations, les directives dans le monde entier, notamment en Algérie, c'est connu, d'accord? C'est triple emballage. D'ailleurs, le prélèvement, quand on le fait, même quand on le fait, je sais pas, par exemple, nous, on est à Pont-Blanc, même si le service il est au premier étage. Alors quand on fait l'écouvillonnage, immédiatement on le met dans un tube qui renferme un milieu à la fois de survie et de transport du virus. Ça, c'est la première des choses, parce que sinon, l'écouvillonnage va sécher, etc. Et pour garder la vitalité du virus. Donc, il y a un milieu de transport pour garder le virus en vie. Ça, c'est la première des choses. Donc, on a déjà un tube. Ensuite, on dit triple emballage. Donc, ce tube, on va le mettre dans une petite boîte transparente. Il faut qu'il soit bien fermé, qui est désinfecté par les dons antiseptiques, etc. D'accord, bien avec les antiseptiques. Alors, ensuite, cette première boîte dans une glacière, d'accord, ok, qui elle aussi doit être bien désinfectée avec des poches de glace, etc. Et on va acheminer dans une glacière, donc ce qu'on appelle le triple emballage. Donc premier tube, première boîte, d'accord, qui est qui est bien sûr désinfectée soigneusement par des antiseptiques, d'accord. Ensuite, cette première boîte dans une glacière qui est elle aussi bien désinfectée, d'accord, avec des poches de glace, d'accord. Sinon le virus, vous risquez de le perdre, d'accord, et acheminé dans une glacière, d'accord. Et quand il arrive, s'il n'est pas traité la journée même, on peut le mettre à plus 4 degrés. Donc à plus 4 degrés, on dit que ça résiste à plus 4 jusqu'à 5 jours. Sinon, on peut le mettre à moins 20, moins 80 pendant plusieurs semaines, voire moins 80 pendant plusieurs mois. On parle même de 6 mois. Oui, à moins 80, on peut aller jusqu'à 6 mois. D'accord. À plus 4, c'est jusqu'à 5 jours. D'accord. Si on ne le traite pas la journée même. D'accord. On n'a que l'acide ascorbique, mais la vitamine C complexée, est-ce qu'il est efficace? Là, je ne saurais pas vous répondre. D'accord, sincèrement, je ne saurais pas vous répondre pour ne pas dire de bêtises. D'accord, est-ce que d'accord, c'est la même efficacité? Je ne sais pas. Donc, excusez-moi, je ne sais pas. Comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Donc, quand la formulation diffère, qui est la plus efficace, d'accord? Ok. Oui, si on reste, on peut prendre du zinc à titre préventif. Alors ça, vaut mieux poser la question aux cliniciens.
Pourquoi? Par rapport à leur expérience, d'accord, par rapport à tout ce qui est effet indésirable, si vous avez des pathologies où le zinc est contre-indiqué, etc., d'accord. Oui, mais il y en a qui le prennent, même dans d'autres pays, à titre préventif auprès des pharmacies, d'accord. D'accord, je ne peux pas vous dire, ne prenez pas, d'accord, mais il faut demander l'avis, d'accord, d'un médecin, notamment par exemple d'un infectiologue, d'accord. On sait que avec la vitamine C, ça donne un effet, ça renforce un peu le système immunitaire, ça on le sait, d'accord. Alors moi, plutôt, je peux vous éclairer sur l'expérience du labo, d'accord, sur tout ce qui concerne la virologie, les mutations, etc. D'accord. Alors je sais que vous avez cours. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça contient une séquence de virus de sida? Oui, il y a une étude qui parle d'une similitude. C'est pour ça, d'accord, qu'on a voulu utiliser des antiviraux, etc. Mais bon, pour l'instant, ce sont des virus complètement différents, d'accord. Et pour l'instant, la virologie ne dit pas qu'il y a eu un échange éventuellement avec le virus du sida, sachant que pour l'instant, les connaissances virologiques, d'accord, disent que ça n'a rien à voir entre les deux virus. Donc, jusqu'à présent, coronavirus, c'est un virus, VIH, c'est un autre virus. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Alors, si vous n'avez pas de questions, bon, est-ce qu'il est vrai qu'il est fabriqué dans un laboratoire? Ah, là, alors, est-ce qu'il est vrai? Alors, qu'il est fabriqué dans un laboratoire, alors, il y a eu une polémique là-dessus, d'accord, et des accusations même politiques, je ne sais pas, entre la Chine, les États-Unis, etc. Mais la plupart, en tout cas, la plupart des grands scientifiques, dans les revues les plus prestigieuses, s'accordent à dire que c'est un virus qui n'est pas fabriqué dans un laboratoire, et donc c'est un virus qui a émergé naturellement. D'accord. Mais quand même, on peut attendre la fin de la pandémie pour peut-être avoir, d'accord. Jusqu'à présent, la plupart des scientifiques, dans les revues les plus célèbres, disent que c'est un virus qui a émergé naturellement et non pas un virus fabriqué dans un laboratoire. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le contexte d'une, je sais pas, négligence virologique, voire même d'une guerre, etc. D'accord. Donc jusqu'à présent, c'est un virus naturellement émergent. D'accord. Donc la difficulté, c'est que ce sont des virus, dans l'origine, ce sont les chauves-souris et, d'accord, c'est très très difficile d'étudier. Pourquoi? Parce que vous avez des milliers de souches de chauves-souris, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, je crois qu'il est 2 heures et vous avez un cours après. D'accord. Je dispose. De toutes les façons, bon, on aura un cours, même si on parlera du VIH, d'accord, lors de la prochaine séance normalement. Mais si vous avez des petites questions concernant Covid-19 et SARS coronavirus, on est toujours là. D'accord. Donc merci de votre attention. Et je dois céder la place parce qu'il y a un cours, je crois. D'accord. Je dois céder la place parce qu'il y a un cours. Ok, merci beaucoup et bon courage. Si vous avez des questions, essayez de les noter et on les discutera la prochaine fois.